100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous. Je reçois M. Ouattara Nyonzié, président du RPP, entendez, Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. M. Ouattara Nyonzié, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Et merci de répondre favorablement, comme toujours d'ailleurs, à notre invitation. Merci aussi à vous de nous inviter, de nous avoir invités. Alors, hier, au siège de votre parti, la nouvelle direction du RPP a été présentée à la presse nationale et internationale. J'ai bien envie de vous demander qu'est-ce qui va changer maintenant, parce qu'on est là dans l'ère d'après Fologo. La première chose qui change, c'est que jusque-là, depuis le congrès que nous avons organisé en 2009 à Yamoussoukro, nous n'avions véritablement pas d'instances. Les instances n'avaient pas été formées. Lorsque nous avions organisé le congrès en 2009, le congrès a élu le président qui a proposé un secrétaire général. Et ensuite, le Congrès a demandé que, après, c'est-à-dire plus tard, que les instances soient formées. Malheureusement, quand nous sommes sortis du Congrès, nous sommes entrés dans la campagne électorale présidentielle. Et quand nous sommes sortis de la campagne électorale présidentielle, nous sommes entrés dans la crise post-électorale. Et lorsque nous sommes sortis de la crise post-électorale, tous les partis étaient en difficulté, voilà, étaient dénaturés. La plupart des militants avaient peur. La plupart des responsables hésitaient à revenir dans les différents partis politiques. Donc, il nous a fallu reprendre notre bâton de pèlerin pour retourner dans les campagnes, pour pouvoir remettre en état de marche nos bases. Donc, au départ du président Fologo, donc, il n'y avait aucune instance. Alors, ce qui change, c'est que maintenant, le RPP a toutes ses instances, c'est-à-dire le comité central, le bureau politique et une direction du parti véritablement conforme à nos statuts et à nos règlements intérieurs. Est-ce que vous-même, vous vous assignez une mission particulière? La mission que nous nous assignons tous, parce que c'est une équipe, un parti c'est d'abord une équipe. Un parti ce n'est pas un homme, ce n'est pas la solitude. C'est de remobiliser nos militants, c'est de faire en sorte que notre parti soit sur l'ensemble du territoire, parce qu'avant la crise post-électorale, nous avions des bases dans la presque totalité du pays. Et après la crise, nous sommes revenus à 50%. Et depuis que nous avons repris, nous sommes aujourd'hui à près de 80% d'occupation du territoire. Ce que nous allons faire, c'est de renforcer le parti là où il existe déjà et l'installer là où il n'est pas encore. C'est une priorité, installer le RPP partout, de telle sorte que d'ici l'an 2000, nous ayons un parti très fort et conquérant. Alors, on va dire d'ici l'an 2020. 2020, pardon. 2020, vous avez raison. D'accord. Alors, quel sera aujourd'hui le rôle du président Fologo? Son départ, j'imagine, a créé un certain choc à l'intérieur du parti. Oui, naturellement. Quelqu'un comme le président Fologo, qui est, en plus de sa carrure, qui est le président fondateur du parti, a traumatisé, c'est vrai, beaucoup de nos militants. C'est-à-dire, un parti, on ne crée pas seul. Le président Fologo n'a pas créé le parti tout seul. Nous sommes associés à lui pour le créer, mais l'honnêteté nous oblige à reconnaître que c'est son idée. C'est son idée, et de reconnaître également qu'un certain nombre de militants sont venus parce que c'est M. Fologo. Et naturellement, quand il s'en va, ça crée des problèmes, ça crée des difficultés. Mais je dois dire que la plupart de nos militants ont transcendé ces difficultés. Et aujourd'hui, si vous étiez hier à la présentation des instances, vous avez vu que la salle était comble. La salle n'a jamais été aussi comble depuis que le RPP existe. Et nous allons tenir les réunions des instances dans les prochains jours et vous verrez que de plus en plus, il y aura beaucoup d'hommes. Par exemple, le comité central, c'est 400 personnes. C'est 400 personnes que nous allons réunir et nous avons davantage de cadres qui auraient souhaité être dans ces instances-là, mais qui n'ont pas pu être parce que les textes nous indiquent des limites. Donc, c'est avec beaucoup de regrets qu'on l'a vu partir. Mais en même temps, on le comprend. On le comprend parce que c'est un homme qui a un parcours particulier, qui a été quand même secrétaire général du PDCI pendant longtemps. Ses congénères sont tous au PDCI.
Les hommes avec lesquels il a passé toute son enfance sont au PDCI. Donc, on comprend bien qu'il a eu un moment envie de regagner ses amis. Parce que nous qui sommes avec lui, nous sommes des jeunes gens. Il ne peut pas se confier à nous, il ne peut pas rigoler beaucoup avec nous. C'est vrai, il est sympathique, mais tous ses souvenirs sont au PDCI. Est-ce que cela ne pose quand même pas la vraie question de la constance dans leurs ambitions, dans leurs convictions de nos hommes politiques? Est-ce que cette attitude-là ne dessert pas la démocratie? On peut le penser ainsi, mais en même temps, la démocratie, c'est la libre expression de l'opinion de chacun. Si à un moment donné, on estime que ces opinions varient, qu'on ne se sent pas à l'aise dans un parti politique, parce qu'un parti politique, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas une prison. Un parti politique, c'est un lieu d'expression, un lieu d'expression des libertés. Lorsqu'on ne se sent plus à l'aise, lorsqu'on ne se sent plus en mesure d'exprimer les opinions et d'être en conformité avec les hommes et les femmes qu'on a autour de soi, et naturellement, il faut peut-être immigrer vers d'autres lieux où on pense que ces idées seront en harmonie avec ceux qu'on cherche à rejoindre. Mais c'est quand même surprenant qu'on puisse interpréter ce retour au PDCI de cette façon-là, ce retour du président Follogo au PDCI. On sait un peu les raisons pour lesquelles il a quitté ce parti. Il y retourne... Il a expliqué, il a dit que c'est pour des raisons familiales et personnelles. Mais en même temps, on le comprend. Il a fait toute sa carrière avec le président Houphouët-Boigny. Il est devenu ce qu'il est grâce au président Houphouët-Boigny. À un moment donné, je pense que dans son fort intérieur, il s'est trouvé en contradiction avec sa conscience d'avoir abandonné un parti d'un homme qui a fait de lui ce qu'il est, et il a voulu y retourner. Mais il va y jouer quel rôle aujourd'hui? Oh, c'est lui seul qui le sait, et ceux qui le rejoignent, c'est peut-être ceux aussi qui peuvent, pour l'instant nous n'en savons rien, c'est lui seul qui le sait. Et je crois qu'il a dit dans un journal qu'il n'est pas parti pour occuper un poste, il est parti tout juste parce qu'il voulait retourner dans la maison du président Houphouët-Boigny. J'imagine que ça pourrait être un peu humiliant pour lui, non? Oh, je ne crois pas. Je pense que s'il il pensait, il ne serait pas reparti. Je pense que dans son assertion, dans sa façon de percevoir les choses, ce n'est pas humiliant pour lui. Alors, nous sommes en plein dans les préparatifs de la prochaine présidentielle et le camp Sangaré, FPI, vient d'appeler au boycott. Comment réagissez-vous à cela? Je dois dire que nous, pour l'instant, nous n'avons rien dit de tel. Nous n'avons rien dit de tel. C'est vraiment leur réflexion, c'est leur opinion, c'est leur choix. Pour l'instant, nos réflexions n'ont pas été jusque-là. Nous avons d'autres idées que nous prenions, que vous connaissez certainement. C'est que nous disons qu'en l'état actuel de l'environnement que nous connaissons, l'environnement politique, l'environnement social, l'environnement sécuritaire, nous disons qu'il est difficile qu'on organise des élections aujourd'hui dans ces conditions-là et qu'il est peut-être préférable qu'on reporte les élections. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore au boycott. Mais en même temps, vous pensez que les conditions ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour qu'on aille à des élections apaisées? Oh, mais je pense que c'est visible. Je pense que c'est visible. Aujourd'hui, vous êtes journaliste. D'abord, les journaux. Quand vous prenez aujourd'hui les journaux, même aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous voyez dans tous les journaux qu'il y a des agressions par-ci, par-là, que d'anciens forces qui ont combattu ont pris les armes dans telle ou telle ville. Je pense que la dernière ville où ces forces ont pris les armes, c'est à Ferkessé-Dougou, avec des kalachnikovs qui sont des armes de combat, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nos forces officielles et solennelles de l'ordre ont, qui ont seulement des pistolets quand ils en ont. Mais il y en a qui n'en ont pas. Nous avons rencontré des militaires, nous avons rencontré des policiers, nous avons rencontré des gendarmes qui n'ont aucune arme. Et ils l'ont confirmé, qu'ils n'ont aucune arme. En clair, vous êtes inquiet? Tous les Ivoiriens sont inquiets. D'abord, les raisons sécuritaires. Et puis, il y a les raisons, la base juridique. Personne ne sait aujourd'hui sur quelle base juridique on organise ces élections. Est-ce que c'est une élection sur des bases exceptionnelles ou c'est une élection basée sur la Constitution? Personne n'en sait rien pour l'instant. Il y a un flou juridique autour... Tout à fait, tout à fait. Alassane Ouattara, il pense exactement le contraire.
Ben pour lui, mais ce que nous voyons, c'est bien. Je peux rapidement vous donner des faits. En avril 2000, les Ivoiriens votent une nouvelle constitution. En octobre 2000, les Ivoiriens organisent une élection. Plusieurs candidats sont éliminés pour nationalité douteuse, dont M. Alassane Ouattara, notamment par rapport à l'article 35, le fameux article 35. En 2002, une crise éclate, une rébellion éclate, et les rebelles disent « Nous avons pris les armes parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une nationalité qui change selon les individus. » Et les textes sont faits en fonction de... Les textes sont faits pour éliminer certaines personnes. La nationalité est douteuse pour certains, normale pour certains, donc pour les armes. Et il y en a même qui ont ajouté, nous avons pris les armes parce qu'on a empêché M. Alassane Ouattara d'être candidat. 2003, les Français invitent les Ivoiriens, les partis politiques ivoiriens à Marcoussis, à l'INAS Marcoussis. Et au sorti de l'INAS Marcoussis, on signe un accord. Tous ceux qui étaient là signent un accord pour dire l'article 35, effectivement, est un article qui crée problème. C'était un article qui crée problème, donc il faut l'amender. Et comme on ne pouvait pas l'amender parce que la Côte d'Ivoire était en rébellion, donc on a dit, bon, il faut trouver un arrangement politique. Et l'arrangement politique a été suggéré par le médiateur de l'époque, Thabo Mbeki, et le président qui a demandé au président Gbagbo de l'époque d'user l'article 48 pour des raisons exceptionnelles, parce que la Côte d'Ivoire se trouvait dans une situation où ces institutions ne fonctionnaient pas, où le pays était divisé, pour, à titre exceptionnel, que ceux qui ont signé l'accord de Marcoussis puissent se présenter. Et on l'a repris en 2009. Alors, qu'est-ce qui a changé entre octobre 2000 et 2010, pour qu'en 2015, on nous dise qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème dans la Constitution, tout le monde peut se présenter. Il y a un problème. On ne nous a jamais expliqué ça. Or, la Constitution est restée en l'état. La Constitution est restée en état. Or, on a dû contrôler la Constitution en 2005 et en 2010 parce qu'effectivement, l'article 35 y était. L'article 35, effectivement, n'avait pas été réformé, n'avait pas été amendé, et on a donné des titres exceptionnels à des candidats pour se présenter. Alors, M. Ouattara Nyonsié, est-ce que vous en appelez aussi à une transition politique? Nous disons que, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les conditions actuelles, sécuritaires, juridiques, le processus électoral lui-même, en l'état actuel, ne peuvent pas garantir aux Ivoiriens des élections apaisées. Apaisées, pas apaisées parce que je vous ai indiqué que la sécurité, au fur et à mesure qu'on approche des élections, elle devient de plus en plus inquiétante. Donc, elle ne peut pas être apaisée. Elle ne peut pas être inclusive parce que l'article 35, Marcoussis l'a démontré, est inclusive. Or, cet article 35 demeure encore. Cet article 35-là, en l'état actuel, plusieurs candidats, dont M. Alassane Ouattara, ne peuvent pas franchir cet article-là. Donc, cet article est exclusif, donc on ne peut pas avoir d'élection inclusive. Le RPP aura-t-il un candidat? Nous sommes encore à la réflexion RPP, la réflexion n'est pas encore terminée, mais dans tous les cas, le RPP aura un candidat. La fin du dépôt des candidatures, c'est pour la fin du mois. Or, bon, nous avons le temps pour réfléchir. Vous voyez, nous venons de mettre sur pied nos instances, elles vont se mettre au travail et puis elles vont nous dire si nous aurons un candidat qui émane de nos rangs ou si c'est un candidat de l'extérieur qui est un allié qu'on soutient. On le saura très prochainement et très bientôt. Est-ce que l'Alliance aura finalement un candidat comme le RHDP a choisi Alassane Ouattara? Si oui, ce serait qui? Je dois vous dire qu'au départ, l'Alliance n'est pas une plateforme électorale. L'Alliance n'est pas une forme électorale et ce débat n'a pas eu lieu. Ce débat n'a pas eu lieu pour avoir un candidat unique. Il peut peut-être commencer ces jours-ci, mais pour l'instant, il n'a pas dit que l'Alliance doit avoir un candidat unique. L'Alliance peut avoir, chaque parti peut présenter son candidat parce que dans les textes de l'Alliance, chaque parti garde son autonomie de fonctionnement. Est-ce que ce ne serait pas un risque de défaite si jamais les différentes coalitions de l'opposition partaient en rang dispersé face à Ouattara? Mais il y en a qui pensent aussi que c'est un atout. Il y en a qui pensent aussi que c'est un atout que d'avoir plusieurs candidats et que ainsi les voix de M. Alassane Ouattara même se seraient émiettées et qu'il serait difficile à M. Alassane Ouattara au premier tour de dire qu'il a gagné devant les candidats surtout ceux dont vous avez donné la liste déjà, M. Bani, d'autres, Issi Amara, Afin Descent et peut-être nous-mêmes.
il sera difficile avec des hommes de cette trempe-là de dire qu'un candidat gagne au premier tour. On ne peut pas, c'est difficile de l'affirmer. Ben, ça veut dire que déjà vous doutez de la transparence qui devrait entourer l'organisation de ces élections. Nous avons une certitude, c'est que s'il y a plusieurs candidats qui ont la trempe dont ceux qui se sont déjà signalés, nous sommes convaincus qu'aucun candidat ne peut gagner au premier tour. Est-ce que l'enjeu, ce n'est pas beaucoup plus le taux de participation à cette présidentielle-là? Aujourd'hui, on sait qu'il y a près de la moitié des électeurs ivoiriens qui ne se sentent pas du tout concernés par cette présidentielle qui arrive. Oui, c'est un enjeu. À toute élection, le taux de participation constitue un enjeu. Le taux de participation constitue un enjeu, on n'en sait rien. Je pense que d'ici les élections, et la campagne pourrait peut-être donner un coup de fouet aux électeurs pour qu'ils sortent beaucoup plus nombreux. Ça dépend de la campagne qui sera faite. Voilà. C'est fonction de la campagne électorale. Toute dernière préoccupation, M. Ouattara Nyonzie, il y en a qui pensent aujourd'hui que Ouattara est pratiquement en roue libre. Je vous ai dit le contraire tout à l'heure. C'est vrai, il utilise les moyens de l'État pour faire sa campagne électorale. C'est vrai qu'il est le président de la République sortant. Les Ivoiriens sont des hommes et des femmes disciplinés. Lorsque le président de la République arrive, il vous dit « j'arrive en visite officielle », mais toutes les populations, y compris les cadres de l'opposition, se mobilisent pour l'accueillir. C'est le président de la République. Ils sont disciplinés. Voilà, je pense que quelquefois, ses partisans se trompent, et le trompent également lui-même, et lui font croire que tous ceux qui sont là sont ses électeurs. Ils se trompent, c'est parce que les gens viennent, c'est le président de la République. Je pense qu'il faut tenir compte de cela. Monsieur Ouattara Nyonzie, merci d'être passé par chez nous. Merci beaucoup. Merci pour l'occasion que vous nous avez donnée d'exprimer les opinions de notre parti. Merci. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.